Je m'appelle Laurent Pascal, je suis architecte à Montpellier et à la Grande Motte, parce que je suis de la Grande Motte. Je suis né ici avec la ville. L'habitat va générer effectivement ce que nous allons être plus tard. Et nous avons, nous, les architectes, énormément de responsabilités là-dessus, sur la forme urbaine, sur les équipements, etc. Je suis né ici et beaucoup de mes copains, j'ai pas mal de mes amis qui sont devenus architectes et qui sont devenus artistes, sculpteurs, peintres, photographes. Est, comment dirais-je, agrémenté de sculptures et de fontaines. Beaucoup ont disparu. La Grande Motte, c'est un patrimoine architectural et artistique en péril. Et il faut que nous, architectes, soyons militants pour le sauvegarder. Je ne sais pas si ça introduit notre discussion, mais moi, je reste fidèle à l'idée première qui fut la mienne il y a très longtemps. Vous savez, moi, j'ai fait une école d'ingénieur d'opérette, j'ai rien appris. J'ai fait une école d'architecture de merde, j'ai rien appris. Voilà. Vous m'entendez au fond, en fait? Bon. Qu'est-ce que vous dites? Je répète, j'ai fait une école d'architecture de merde, j'ai rien appris, une école d'ingénieur de merde, j'ai rien appris. Voilà. Je dois tout aux artisans, aux entrepreneurs, au monde du travail. Ce monde du travail qui porte l'odeur de la transpiration à la hauteur de l'aisselle et du sein sous le débardeur. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Je dois tout à ce monde du travail avec des noms, des métiers, maçon, coffreur, boiseur, ferrailleur, ferblantier, tailleur de pierre, limousinant, etc. Comme je dois tout aussi aux ingénieurs d'opération, aux vrais ingénieurs de combat, ceux qui sont in situ et qui savent ce que c'est qu'un protocole de mise en œuvre. C'est ces gens-là qui doivent nourrir nos espoirs et notre culture, voyez. Or, la vue de cette réalité, je ne vois pas quel destin peut être le nôtre. Aujourd'hui, tu sors d'une école d'architecture, t'es rien. T'es rien. T'es un enfant qui a appris à piloter un zinc sur une machine, tu vois, sur un petit clavier d'ordinateur. Tu sors de l'école, premier vol, première mission de combat, tu te prends déjà un missile dans le cul, tu exploses en plein vol et tu t'en remets pas. Tu t'en remets pas parce que tu n'es pas préparé à la culture du combat. Parce que tu es toujours nourri d'une culture de rupture, celle d'une mémoire qui n'en finit plus. De sentir le pestiféré, le morbide, c'est celle de la mémoire moderne. C'est-à-dire cette mémoire bâtie sur l'idée de rupture. Mais il faut en finir avec la rupture. Ce n'est plus un process, comprenez? Ce n'est plus un process. C'est pas 100 ans après, un siècle après, la fin du 19e, avec le style Liberty qui a emmené les premières stratifications de l'écriture, de la narration sur la rupture, avec le lien historique, qu'on peut encore se ressourcer. On est complètement décadent, les mecs, il faut arrêter. Et d'ailleurs, parce que je vous ai dit tout à l'heure que moi, je me réclame de l'idée d'être un architecte provençal, provincial, maniériste, petit bourgeois, et même réactionnaire. Mais c'est être réactif à l'ère du temps. Mais qu'est-ce que c'est que d'être maniériste? Ce n'est que se mettre en difficulté, sans mettre en difficulté les autres. C'est-à-dire emprunter à ce que l'histoire peut nous laisser comme message. Et moi, je vais vous dire, l'histoire de l'architecture, après-guerre, ne me laisse pas grand-chose comme message. Elle me laisse sur ma faim. Voilà. Je préfère lire la littérature du 19e, Barbé d'Aurevilly, Léon Bloy, Enquête sur Jeanne d'Arc, et pourtant je ne suis pas du tout un mystique, pour essayer de survivre, continuer à me regarder dans un miroir sans avoir honte. Vous comprenez ce que je dis là? Sans avoir honte. Pour pouvoir dire à mes enfants, ils sont 3, mes petits-enfants, ils sont 5, des éléments, leur donner des éléments de langage pour qu'ils continuent à espérer. Continuer à espérer. L'empreinte de ce que nous donne la pratique de notre métier est tout à fait le relief assez explicite de la période où nous vivons. Et c'est valable dans beaucoup de métiers. Lorsque je parle avec des médecins, ils souffrent de la même manière que nous. Lorsque je parle avec des militaires, ils souffrent comme nous. Lorsque je parle avec des enseignants, ils souffrent comme nous. Ils souffrent.
Tout le monde souffre. Mais je crois que le sujet, c'est pas de continuer à geindre quand même. Le sujet, c'est de prendre un peu nos responsabilités. Je vais me concentrer sur la question de l'architecture, puisque c'est ce qui nous réunit. La situation actuelle, nous en sommes en partie responsables. Je vais prendre un exemple idéologique sur le champ esthétique. Chacun sait que la question esthétique est éminemment politique. Je prends par exemple un des derniers ersatz névrotiques qui nous vient des États-Unis. Il y en a plein d'ersatz névrotiques, hein, l'indigénisme, le végan, le non-genré, tous ces trucs qui arrivent toujours des États-Unis et qui ont pour objet de nous culpabiliser. Si ça vous déplaît ce que je dis, vous pouvez m'envoyer toujours une chaise dans la gueule, d'accord? C'est le minimalisme. Vous savez ce que c'est le minimalisme? La jonction d'un mur blanc perpendiculaire avec un sol gris. Alors là, on a atteint le sommet du langage et du récit constructif. C'est-à-dire la disparition du récit. Déjà, la disparition du récit, et avec la disparition du récit, la disparition de la mémoire du récit. C'est-à-dire ceux qui la font. J'étais à Paris hier, je passe devant des bâtiments à Paris, des bâtiments du 19e, ce que personne n'aime, mais moi je les trouve merveilleux. J'ai honte d'être un architecte du 21e siècle par rapport à ce que faisaient nos collègues avec les artisans à la fin du 19e. Vous voyez? Quand on regarde une façade du 19e siècle, du sommet de la toiture jusqu'au contact du sol, il faut 100 mots pour décrire les ouvrages. Aujourd'hui, un immeuble à Paris, avec une façade rideau ou une façade côte-barre, ce que certains de mes confrères ici adorent comme un champ expressif, lexical, consécutif à la névrose néo-hollandaise, n'est-ce pas? C'est 3-4 mots pour décrire ce qui se passe. Mais s'il n'y a plus que 3-4 mots au lieu de 100, c'est qu'on a perdu 96-97% des mots. On a perdu 97% des mots, on a donc perdu 97% des savoir-faire, des métiers, des noms qui traduisent ces ouvrages. Et si on les a perdus, on a perdu également la cohésion sociale qui les accompagne. La somme de ces métiers, c'est le sigma, vous savez. La somme, le côtoiement de tous ces métiers fabrique le récit social dans lequel nous vivons. Et nous devons l'honorer. Je dis bien nous devons l'honorer. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, qu'on aille au diable. Qu'on aille au diable si c'est le cas. Moi je ne suis pas là aujourd'hui pour vous plaire, hein. Je suis là pour dire un peu l'état de désespoir qui est le mien. Mais à 69 ans, il n'est plus l'âge de se suicider, c'est trop tard. Hein. Et puis ma vie fut heureuse, donc je n'ai pas à me plaindre. Lorsque je fais le parking Silo à Bordeaux, je ne sais pas s'il est passé, des planchers à caissons, c'est que des caissons post-contraints. Hein. Il n'y a pas de poutre, c'est des plaques avec des caissons. Vous voyez qu'il n'y a pas de doctrine dans ce que je fais. Ça peut plaire à tout le monde ou déplaire à tout le monde. Hein? Voilà, il y a du béton. Vous savez qu'ici, dans cette ville, c'est la seule ville où le PLU dit qu'il est interdit de construire en bois. Ce n'est pas le territoire déminé en coton plaqué. Et il faut construire en béton. C'est génial, non? Et j'espère qu'il y aura bien un imprudent pour m'attaquer sur le caractère sataniste du béton, à qui je répondrai avec beaucoup de gentillesse. Je dis, vous savez, moi je ne suis pas conceptuel du tout. J'exècre. La posture conceptuelle, c'est la posture de lâcheté, voire même une posture de collaboration. Celle qui permet de se désamorcer, de se dédouaner, de se déculpabiliser de toute responsabilité. Je suis aussi solidaire de l'entreprise. On ne démolit pas. Il me dit oui, mais c'est pas une raison. Je dis alors je vais vous en donner une bonne. Vous savez ce que c'est que cette coulure de béton monstrueuse? Elle témoigne d'un message, d'une valeur, qu'on pourrait dire de type christique. Plus je suis agnostique, hein, je vous mets à l'aise. Ah, je suis dans un syndicat de gauche, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je dis, voyez,
c'est un témoignage de sensibilité christique. Et alors là, le maître d'ouvrage, il n'a rien osé dire. Hein. Il a dit, oh putain, j'ai affaire à l'intégriste. La bienveillance. Vous ne croyez pas que c'est ce qui nous manque aujourd'hui? Mais vous pensez que la bienveillance, c'est une lâcheté? Putain, mais arrêtez, sortez. Mais sortez de ce, comment ça s'appelle, digital gap, comme disait Chirac. Hein? Et sortez. Vous savez que la bienveillance avec les autres, en retour, c'est tout cash. C'est que du black. C'est tout cash. C'est incroyable. Et vous voyez les bâtiments que vous voyez. Peut-être vous aimez, vous n'aimez pas, mais ce n'est pas le sujet. Et au moins, vous savez d'où je parle avec un accent sur le OU. Je ne peux pas les obtenir comme ça, sans tendre la main aux gens. Vous voyez? Passer au travers des réseaux de destruction de l'intelligence collective, notamment celle de l'organisation des procédures d'appel d'offres, qui a pour objet de dézinguer l'intelligence. Regardez bien, les procédures d'attribution de marché sont organisées pour être du côté du plus fort, jamais du côté du plus faible. Les critères d'analyse sont faits pour dézinguer les fragiles, dézinguer les plus forts. Quand on vous demande, on en est au point, moi dans des appels d'offres, de me demander de classer par point lequel des entrepreneurs généraux a plus lequel des majors a plus de valeur que d'autres. Vous me voyez, moi, dire que Vinci est plus caïd que Bouygues? Oh, je tiens à vivre, moi. Hein, vous le comprenez, ça? Je veux vivre. Il faut arrêter, quoi, de me traquer comme ça, comme un lièvre dans les champs, tu vois. Non, mais ça prend des proportions d'autodestruction de notre intelligence collective extrêmement inquiétantes. Tu sais, dès que j'ai le dos tourné, les mecs, ils sont paraffins et tout. C'est des mange-merde. J'ai pas tellement de sympathie. Comme je me mouille pour tout le monde. Ben oui, justement, je n'ai pas fait ta présentation. Et ce que nous, en tant que syndicat, on te remercie, c'est que quand on a besoin, tu es moi, je suis syndicat chez vous. Je sais bien. Moi, je voudrais remercier le président du syndicat des architectes et tout le syndicat d'avoir d'abord choisi la Grande Motte pour cet après-midi autour de l'architecture, en ayant invité Rudy Ricciotti, grand architecte s'il en est, et François Leclerc, lui aussi porteur de beaux et grands projets, dont un sur la Grande Motte, dont on parlera dans quelques instants. Mais je trouve qu'effectivement, François Leclerc, en faisant le parallèle avec le général de Gaulle, à la veille d'un scrutin national, et donc qui porte sur à la fois les régionales et départementales, c'est une belle introduction en la matière, en effet. Et donc je vous remercie parce qu'effectivement, si il y a bien une ville architecturale, je crois qu'on peut dire que la Grande Motte est véritablement cette ville architecturale qui fait partie dans le monde aujourd'hui des trois grandes villes, des trois villes, grande peut-être pas pour la Grande Motte, même si elle porte le nom, mais en tout cas avec Oscar Niemeyer qui a créé Brasilia, Chandigarh avec Le Corbusier, et puis Balladur avec la Grande Motte. C'est les trois villes qui ont été conçues par un seul et même architecte. Et quels architectes! Alors la Grande Motte, eh bien, c'est trois hommes grâce à qui la Grande Motte aujourd'hui existe. C'est d'abord effectivement le général de Gaulle, hein, et son esprit visionnaire. On pouvait être gaulliste ou pas gaulliste, mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever ce côté visionnaire qui a fait que dans les années 60, il a eu l'idée, cette géniale idée d'installer une mission d'aménagement du Languedoc-Roussillon, la mission dite Racine. Et c'est le deuxième homme à qui on doit la Grande Motte, puisque le général de Gaulle avait choisi Pierre Racine, qui à l'époque dirigeait l'ENA. Pierre Racine a donc été nommé à la tête de cette mission, qu'on a ensuite appelée communément Mission Racine. Et ensuite, Pierre Racine, eh bien, il a eu là aussi ce génie de choisir un jeune architecte parisien qui était philosophe, poète et pas architecte à ses débuts, Jean Balladur. Jean Balladur, parmi d'autres architectes qui avaient été choisis pour construire, imaginer ces nouvelles cités touristiques, puisque si la Côte d'Azur était aménagée, vous le savez, le Languedoc-Roussillon ne l'était pas, et ceux qui n'allaient pas en vacances sur la Côte d'Azur, eh bien, ils filaient vers l'Espagne. Et on voyait
défilaient des centaines, des milliers de voitures qui allaient vers l'Espagne et qui ne s'arrêtaient pas puisqu'il n'y avait aucune station touristique pour accueillir les touristes. Et donc le général de Gaulle, en mettant en œuvre cette mission Racine en 1963, eh bien, avec cette mission, on a mis sur une carte du sud de la France des points en disant, eh bien, à cet endroit, il y aura Port-Camargue, à celui-ci, il y aura la Grande Motte, à celui-là, Gruissant, et ainsi de suite, pour créer ces nouvelles stations touristiques qui, au fil des années, sont devenues des vraies villes, et en particulier la Grande Motte. Alors, sans faire une preuve de chauvinisme, je crois qu'on peut dire quand même que la Grande Motte, parmi ces stations aménagées sur le littoral Languedoc-Roussillon, est une des plus réussies. Une des plus réussies grâce au génie de Jean Balladur, qui s'est appuyé sur le travail du béton. Et ce béton qu'il a sculpté, ce béton qu'il apparaît dans nos quartiers, dans nos rues, en s'inspirant d'un de ses nombreux voyages qu'il faisait de par le monde, notamment à Teotihuacan. C'est dans ce voyage au Mexique, en s'inspirant de ce que les Aztèques avaient réalisé, qu'il a dessiné ces fameuses pyramides et qu'il a aussi fait en sorte que ces pyramides soient exposées par rapport au soleil et qu'elles soient entourées de nombreux espaces verts. Ce projet, il a été construit à partir du port. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant tout, c'est un projet de port. C'est-à-dire, c'est un projet qui a été conçu sur une notion de vent. Ça, c'est une carte ancienne, mais si vous voulez, ce plan initial de Jean Balladur marquait d'abord une sorte d'orientation, une relation en même temps au vent et au courant marin. C'est pour ça qu'on a cette inclinaison à 30-60 à peu près, qui fait qu'il y a un port qui est un objet encore technique, qui n'est pas du tout une invention due au fil du crayon, etc. etc. C'est avant tout un sujet technique. Finalement, on en parlera tout à l'heure, mais une des questions posées, c'est savoir comment on s'inscrit maintenant dans cette notion-là. Parce que j'en parlerai aussi, il y a un énorme attachement de toute une population vivant ici par rapport à toute l'histoire de Balladur, par rapport à toute l'histoire de la Grande Motte, par rapport à la matérialité, par rapport à ce béton blanc sur lequel il y a une intransigeance très, très saine. Et là, c'est de savoir éventuellement comment cette histoire initiale de dire j'appartiens à un système de montagne, j'appartiens à un skyline, j'appartiens à une silhouette comme ça, comment ce système peut encore se prolonger aujourd'hui. Et ce terrain qui est... Oui, enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce terrain vide sur lequel le programme était de construire, comment est-ce qu'on est dans cette relation aujourd'hui, cette relation à cette pensée balladurienne, si je peux me permettre, etc. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, mais moi, ce qui m'a semblé formidable, que j'ai jamais vu ailleurs, finalement, c'est cette tendresse contre les habitants. J'aime beaucoup cette image, quand on a présenté le projet, monsieur le maire. C'était dans cette arène, juste à côté d'ici d'ailleurs, où finalement il y avait toute une population qui était là à savoir ce qui allait se passer, inquiète, intéressée, mais surtout marquée par la certitude ou l'envie de savoir que tout ça se prolonge par rapport à l'idéologie initiale, par rapport au beau travail de Balladur, quoi. Donc je voulais finir éventuellement sur ça avec des colloques extraordinaires, avec des confrontations, avec des discussions qui sont encore en cours, mais de dire qu'il y a un sentiment général de la part de toute une population pour prolonger cette aventure. Voilà. Non, mais s'il me reste 5 minutes, je peux parler logement, si vous voulez. Voilà, alors, pendant ce confinement, pendant le premier confinement, qui était quand même un peu une nouveauté désagréable, j'avais été un peu énervé en voyant... mon agence était vide, je voyais des trucs comme ça sur les... Enfin, bref. Comment dire, j'ai vu des logements terribles. En tant qu'urbaniste, je vois passer dans ce qui se construit à Marseille ou ailleurs, des logements que je ne connaissais pas quand j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire, j'ai un certain âge, et dans les années 80, quand j'ai commencé, on ne dessinait pas 3 pièces en dessous de 65 mètres carrés, 64, un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas pour ceux qui ont le même âge, etc. Et généralement, ils étaient traversants, ils étaient bien. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu une lente dégradation de ce qui se passait, que j'ai trouvé absolument dramatique.
Alors effectivement, il y a des moments historiques comme ça, où le confinement, le fait que chacun soit enfermé de manière peu volontaire dans son logement, met en face d'une réalité. Donc c'était la possibilité de s'exprimer à ce moment-là et de trouver une oreille attentive. Le problème, c'est de savoir quand est-ce qu'on veut parler et à qui on doit parler. Donc, avec mes copains Jacques Lucan et Louis Seller, on a écrit une tribune dans Le Monde. Après, ça a été repris dans plein de journaux, même TF1, machin, ils en ont fait. C'était devenu un sujet d'actualité. Sur ce, il y a la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui m'a appelé pour savoir si on pouvait travailler ensemble sur une sorte de nouveau référentiel sur le logement référentiel, c'est pour pas dire norme, enfin, savoir comment est-ce qu'on pouvait appliquer certaines réformes sur la qualité spatiale du logement. Il y a cette idée, effectivement, de dire que cette crise conjuguée à cette envie de partir fait que finalement ça peut ressusciter certaines villes qui ont été mises enfin dans une actualité par les Gilets jaunes en disant peut-être que dans le Perche, dans je sais pas quoi, etc., on peut y vivre aussi. Mais c'est surtout la possibilité de dire le retour de la maison individuelle. C'est pour ça que je parlais de la Grande Motte, c'est-à-dire la Grande Motte, c'était une action d'État, quand l'État s'occupait de l'aménagement du territoire. Au fur et à mesure, après, ça s'est passé de manière un peu étonnante comme ça, et chaque ville, chaque département, chaque machin, décidait de laisser faire un peu comme il voulait. Et cette notion de reconsidérer, enfin d'accepter, parce que la force est là, quoi. C'est-à-dire les gens ont envie de partir, on ne va pas les empêcher de partir, on ne va pas leur dire ne construis pas. Donc finalement, il y aura toujours des ouvertures là-dessus. La maison individuelle va redevenir une chose importante, et on sait toute la difficulté que c'est par rapport au grignotage du sol, par rapport au transport, par rapport à tout ça. Donc je suis... on ne peut pas empêcher les gens, quoi, de dire c'est ce désir de quitter une grande ville, c'est une réalité. Donc essayons, pour éviter ça, de faire des logements meilleurs, entre autres. Je sais que c'est que des tas de raisons, mais des logements meilleurs, donc c'est pour ça, je rends un rapport un peu la semaine prochaine, un peu au mois de septembre, etc., pour dire on va essayer de le prouver. Alors pour le prouver, on fait déjà cette histoire. Jacques Lucan a sorti un livre très beau il y a 15 jours qui s'appelle Habiter, et qui raconte l'histoire du logement au XXe siècle et jusqu'à maintenant, et de montrer effectivement qu'il y a eu un pic de la qualité de logement dans les années 80, 70-80, quand dans les grands ensembles, ces immeubles qu'on adore détester, ben, il y avait comme une qualité évidente qui était portée par les mandarins qui faisaient ça et qui poussaient finalement à une certaine qualité spatiale des logements, de dire effectivement ces grandes barres, elles avaient des cages d'escalier fréquentes, il y avait de la double orientation, ils étaient maigres, ils faisaient que 12 mètres, donc c'était traversant. Et puis il y avait des vrais séjours, des vraies cuisines, des vraies choses. C'est un truc. Bon, c'était très mauvais techniquement, du point de vue phonique, du point de vue plein de choses, je suis d'accord. Mais il y avait quand même des qualités spatiales absolument évidentes. Et depuis les années, on va dire 90, 20 des années 90, ça n'arrête pas de baisser. Et finalement, on arrive avec un produit terrible qui a foutu un peu ça, le Pinel. Le Pinel, on arrive à des 3 pièces qui sont actuellement à 55 mètres carrés. Alors c'est la spécialité de villes comme Toulouse, par exemple, qui a, je ne sais pas pourquoi, Toulouse, et c'est voilà, je parle à une Toulousaine, qui est la capitale du Pinel, je ne sais pas pourquoi, mais on arrivait à des... Donc je dis ça, c'est pas mon métier d'être... je suis peinard, quoi. Mais il faut mettre les mains dans le cambouis de temps en temps. Ce fameux cambouis, il est aussi là. Il est aussi dans l'administratif, il est aussi dans le politique, il est aussi dans ces mauvaises habitudes qui sont prises au fur et à mesure du temps, au cours du temps. Le logement, dans son particularisme individuel, c'est bien, mais ce qui est très intéressant aussi dans la complémentarité, c'est l'espace public, c'est-à-dire ajoutons de l'espace public. Enfin, voilà, enfin, espace commun, espace partagé, espace public. Enfin, je ne sais pas si ça fait partie du nouveau référentiel. En tant qu'urbaniste, à la Grande Motte et ailleurs, je peux caler dans votre sens, mais j'ai décidé de m'en foutre complètement. C'est-à-dire de ne m'intéresser qu'uniquement, je pousse la porte de chez moi, et je n'ai pas toujours cette excuse, puisqu'il y a un soir à côté, je fais un petit logement. Je pense qu'il y a un vrai travail qui se fait par ailleurs sur la constitution, la fabrication de la ville. Moi, je parle de la brique essentielle, de la construction de l'édifice, le logement par rapport à l'édifice de la ville. François, tu as parlé avant tout d'un logement à vendre, d'un logement à construire
dans le cadre d'une promotion privée, et Rudy, tu parles du logement social. Et je crois que ce que l'on peut constater par rapport aux années 80-90, c'est d'abord, d'une part, la disparition de la culture du logement social, et également, puisque tu as fait référence à la loi Elan, le fait qu'aujourd'hui, le logement social n'est plus produit par des organismes sociaux, mais par la promotion privée, et est noyé dans cette production de promoteurs. Et c'est en ce sens, me semble-t-il, que le travail que tu nous as exposé est quand même extrêmement intéressant. Moi, je n'en veux pas à des pirates qui sont brillants de prendre du pognon sur le dos du logement social. J'en veux aux propriétaires bailleurs qui ne foutent plus rien. C'est ça le vrai sujet. Quand j'avais 30 ans, on traitait avec des propriétaires bailleurs. Maintenant, ils ne veulent rien faire. Ils sont pleins aux as. Les rendements locatifs dans les logements sociaux sont beaucoup plus élevés que dans les logements privés. Je suis désolé, le promoteur de la Grande Motte, on me disait, il a fait faillite ici. Il a fait faillite. Vous le savez, monsieur le maire. Bon, dans le logement social, mais c'est un gruyère. Tout le monde se nourrit du logement social. C'est la grande bouffe, le logement social. Pourquoi les propriétaires bailleurs abandonnent la responsabilité? Elle n'est pas belle, la planque. Tu demandes à un promoteur qui s'adresse à un développeur, un hameau, tout le monde, mais ils savent faire. Évidemment, j'ai fait du logement social avec des promoteurs, et j'en fais encore. Et moi, je ne leur reproche pas d'avoir rempli les interstices, les espaces libres, d'une faiblesse. À qui la faute? Aux propriétaires bailleurs. Or, aujourd'hui, quand même, pourquoi l'État, qui a du fric, comme on le sait, pourquoi il n'est pas capable, un jour, de se lancer dans une opération comme celle du plan construction? Je sais bien que Robert Lion est mort, mais enfin, c'était une période quand même assez fabuleuse, quoi. Il y avait un moyen de ne pas revenir en arrière, c'est ça que je veux dire. Et l'État, aujourd'hui, il nous fait la loi Elan, et c'est un drame pour l'architecture. Donc, il est prévu une petite balade avec Dominique, et c'est d'ailleurs Dominique qui va vous l'expliquer. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez prendre quelques minutes, voilà, de peut-être pour changer? Est-ce qu'on dit qu'à 5h30, on part? Ça vous va? 5h30 dans l'hall d'entrée, et ensuite, prenez les bonnes chaussures, on va marcher. OK? Ça a été construit extrêmement vite. En 10 ans, 15 ans, cette ville est sortie de terre. Moi, j'ai vu les premières fondations. Mon père travaillait à la Compagnie du Baronne, donc il a participé déjà à l'achat des terrains, puisqu'on voulait absolument éviter la spéculation foncière. Ils ont constitué un socle en remontant bien sûr, 2 mètres, mais où est-ce qu'ils ont pris les matériaux? Bonne question. Alors, ils ont creusé, je pense, les espèces d'étangs qu'on voit aujourd'hui et qui n'existaient pas sous cette forme-là. Donc une architecture un peu baroque parfois. Allez faire un tour à l'église, elle est ouverte. Franchement, ça vaut le coup de faire une... Vous voulez rentrer dans l'église par petits groupes, s'il vous plaît? Derrière ces immeubles, le port vient donc creuser le littoral assez profondément. Vous voyez les derniers construits, dont celui-là qui est quand même celui qui fait référence au Pic Saint-Loup. Et la zone technique là-bas, vous voyez derrière les mâts des bateaux, la zone technique. Tu vois, t'as tout quand tu regardes les vues de haut, là, tu as le port et puis tu as les deux dernières qui sont côté est. Ouais, sur les photos des débuts, on voit juste deux pyramides au lieu d'un mannequin. Est-ce que tu es sûr que c'est une prise de jour, toi? Ah non, ça, je pense que ça c'est juste un exutoire. Peut-être que la nuit c'est éclairé par contre. C'est un très très bon béton parce que vu l'agressivité, par exemple dans d'autres situations, par exemple comme dans les Antilles, le béton armé a été fait avec des agrégats qui sont du sable de la mer, qui n'est pas dessalé. Et donc on a une destruction des aciers par le sel qui compte. Je trouve que c'est vachement bien le principe de la grande halle qui va récupérer tout ça. Voilà, et qui va se mettre au plus près des bateaux, des becs, donc des formes plus arrondies sur les lignes de crête.
Et moins haute aussi, oui. Encore qu'il y a quand même des immeubles qui sont moins R+7.